Le fil info. Ici Zach Langlois et voici votre fil d'actualité de l'Association des radios communautaires de l'Ouest et des territoires. Les partis provinciaux divisés sur le nouveau régime d'assurance médicaments d'Ottawa. Les deux principaux partis politiques en Saskatchewan sont divisés sur un nouveau régime d'assurance médicaments du gouvernement fédéral. Le nouveau Parti démocratique est en faveur d'y adhérer, alors que le Parti saskatchewanais a des doutes à ce sujet. Le projet de loi sur l'assurance médicaments, qui était au cœur d'un pacte politique entre le Parti libéral et le nouveau Parti démocratique fédéral, est devenu loi jeudi dernier. Le vote du Sénat a été rapidement suivi de la sanction royale. Cette loi doit éclairer la création de tout futur régime national et universel d'assurance médicaments. Elle permettra également au gouvernement de signer des accords avec les provinces et les territoires pour couvrir les médicaments contre le diabète et les contraceptifs dans le cadre du système de santé publique. Le Parti saskatchewanais dit qu'il a besoin de plus d'informations au sujet du plan fédéral avant d'accepter d'y adhérer s'il est élu. Le parti a affirmé lundi dans une déclaration écrite qu'il n'était pas question de restreindre la couverture du régime d'assurance médicaments actuel simplement pour l'adapter à un nouveau plan national, surtout si cela entraînait une diminution des avantages. Le nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan indique qu'il adhérerait à l'accord s'il forme le prochain gouvernement provincial afin de réduire le coût des ordonnances. Le gouvernement de l'Alberta et du Québec ont déjà dit qu'ils avaient l'intention de se retirer du nouveau programme, arguant que les soins de santé sont des compétences provinciales. Au contraire, la Colombie-Britannique a signé un protocole d'entente avec Ottawa pour lancer sa participation au programme. Vendredi, le ministre de la Santé fédérale, Mark Holland, a dit que ce ne serait pas facile, mais qu'il croit qu'il est absolument possible que le gouvernement fédéral s'entende avec toutes les provinces d'ici le printemps. Les Saskatchewanais seront appelés aux urnes le 28 octobre. Le Manitoba relance une étude pour déplacer des rails en périphérie de Winnipeg. Le gouvernement néo-démocrate du Manitoba a lancé une étude de faisabilité pour déplacer les rails à l'extérieur de Winnipeg mardi. Le gouvernement, qui a investi 200 000 $ à cette fin dans le dernier budget provincial, annonce mardi l'embauche de l'ancien ministre fédéral Lord Haxworthy pour mener l'étude. Le premier ministre Wab Kinew a indiqué que cette somme aidera Lord Haxworthy, ancien vice-recteur de l'Université de Winnipeg, a commencé le travail. Cependant, il n'a pas précisé si ce financement pour l'étude de faisabilité sera augmenté. L'idée de déplacer les lignes de chemin de fer est régulièrement évoquée depuis les années 1960. Selon des estimations approximatives, le coût du projet pourrait s'élever à plus de 1 milliard de dollars. En 2016, le gouvernement néo-démocrate de Greg Sillinger a promis de consacrer 400 000 $ à une étude sur le coût et la faisabilité du déplacement des lignes ferroviaires. En avril de la même année, les progressistes conservateurs ont été élus et le premier ministre de l'époque, Brian Pallister, a mis fin au projet quelques mois plus tard. En avril 2023, après un déraillement de train près d'un viaduc ferroviaire qui passe au-dessus de la rue McPhillips, l'un des axes routiers les plus fréquentés de la capitale manitobaine, l'ancienne première ministre Heather Stevenson avait évoqué l'idée d'un déplacement des rails. L'étude analysera la gare de triage du Canadian Pacific Kansas City, un terrain de 465 000 mètres carrés, soit 465 hectares, au centre de la capitale manitobaine, mais aussi toutes les gares de triage dans la ville. Dans un communiqué de presse, le maire de Winnipeg, Scott Gillingham, se réjouit de cette annonce provinciale. Scott Gillingham souligne que la ville est impatiente de participer à l'étude. Entre-temps, il aimerait que des mesures soient prises pour reconvertir des rails abandonnés pour le transport actif ou encore utiliser les trains pour construire des logements. L'Alberta crée une nouvelle agence de santé pour les soins primaires. Près d'un an après l'annonce d'un démantèlement de Services de santé Alberta, le gouvernement provincial a présenté la nouvelle agence qui sera responsable des soins de santé primaires, Soins primaires Alberta. La sous-ministre adjointe du ministère de la Santé, Kim Simmons, prend la tête de cette nouvelle entité qui devrait être en place le 1er novembre. Selon la ministre de la Santé, Adriana Lagrange, la province possède de très bonnes structures de soins de santé comme les réseaux de soins primaire et la ligne téléphonique 811, mais le système actuel sous Services de santé Alberta ne permet pas une assez bonne intégration de tous ces éléments. Elle a ajouté qu'une des priorités de Soins primaires Alberta sera de s'assurer que toutes les ressources en santé sont disponibles à l'échelle de la province. Ces derniers mois, le gouvernement a multiplié les annonces de mesures pour diminuer le nombre d'Albertains sans médecin de famille. Le gouvernement a établi un modèle de financement pour que les infirmières praticiennes puissent ouvrir leur propre cabinet médical. Il a aussi mis en place
des bourses pour inciter les médecins résidents à s'établir dans les zones rurales et éloignées. Adriana Lagrange n'a toutefois pas été en mesure d'indiquer le coût de la création de cette nouvelle agence. Elle n'a pas non plus expliqué si des pertes d'emplois accompagneront cette création. La présidente de l'Association médicale de l'Alberta, Shirley Dugan, estime que cette nouvelle agence pourrait être une avancée pour faire des soins primaires une priorité. Soins primaires Alberta est la deuxième agence créée depuis l'annonce de la refonte complète de services de santé Alberta en novembre 2023. La première, Recovery Alberta, lancée en septembre, est consacrée à la santé mentale et aux dépendances. Deux autres entités devraient voir le jour pour s'occuper respectivement des soins continus et des soins aigus comme les chirurgies. En Colombie-Britannique, les francophones tentent de se faire entendre pendant la période électorale. Marie-Nicole Dubois, présidente de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique, déplore que leur communauté soit souvent ignorée. Cette année, la Fédération, en collaboration avec Canadian Parents for French BC, a envoyé une lettre ouverte en anglais aux partis politiques afin de s'assurer que les besoins des francophones soient pris en compte. Le 10 octobre, seul le nouveau Parti démocratique avait répondu, mais la Fédération avait rencontré plusieurs candidats. Pour Dubois, l'intérêt montré par ces candidats représente déjà un progrès. La lettre ouverte demande de rendre la politique des services en français plus contraignante, notamment dans les domaines de la santé et de l'éducation, et de garantir que tous les élèves aient accès à des programmes de français langue seconde. La Fédération des francophones de la Colombie-Britannique a adopté une approche visant à intéresser directement les candidats en abordant des sujets qui les touchent personnellement. Marie-Nicole Dubois souligne que certains ministères s'intéressent de plus en plus à renforcer les services en français. Elle espère que cet engagement se poursuivra avec le futur gouvernement. Stéphane Lapierre du Carrefour 50+ Colombie-Britannique milite pour des soins de fin de vie en français et un soutien à domicile pour les aînés. Nour Enaillé de Réseau Santé met l'accent sur le manque de services en français dans des secteurs critiques comme la santé mentale et la crise des surdoses, en particulier dans les zones rurales. Elle espère que les francophones feront connaître leurs besoins aux candidats. En matière d'engagement des partis, Adrien Diz du nouveau Parti démocratique promet d'augmenter les postes de bilingues dans les fonctions publiques et de recruter davantage d'éducateurs francophones pour soutenir la croissance des programmes en français. Le Parti vert s'engage à offrir des ressources d'apprentissage pour le français, tandis que John Roustad des conservateurs soutient le maintien des services actuels, notamment les programmes d'immersion française. Malgré les divergences entre les partis, Marie-Nicole Dubois assure que la Fédération francophone de la Colombie-Britannique continuera à défendre les intérêts des francophones, quel que soit le gouvernement élu le 19 octobre. Des communautés des territoires du Nord-Ouest reçoivent de l'aide pour le transport de marchandises. Une aide financière ponctuelle a été annoncée mercredi par le gouvernement des territoires du Nord-Ouest pour couvrir une partie des frais supplémentaires engendrés par le transport de marchandises par avion dans les régions du Sathou et de Beaufort-Delta. Le transport par barge a été annulé en 2024 en raison du faible niveau du fleuve Mackenzie qui a baissé de 4 mètres depuis 2022 selon des données du gouvernement des territoires du Nord-Ouest. Le fleuve Mackenzie est le seul chemin d'accès en saison estivale pour les communautés de la région, permettant d'acheminer des biens comme du mazout de chauffage, de l'essence et de la nourriture. En hiver, ces communautés sont reliées au sud du territoire grâce à un système de routes d'hiver. En l'absence de livraison par barge, les communautés ont épuisé leurs réserves et la marchandise doit être envoyée par avion, ce qui fait augmenter considérablement la facture. L'aide financière annoncée mercredi permettra aux entreprises de se faire rembourser jusqu'à 50% de la différence entre le coût prévu pour un réapprovisionnement par barge et celui prévu par avion, jusqu'à concurrence de 30 000 $ par entreprise. Le montant total disponible est de 1,8 million de dollars. Kevin B. Bold, un entrepreneur de Norman Wells, espère que cette aide ne sera pas seulement ponctuelle, car les niveaux du fleuve sont si bas qu'il s'attend à revivre la même chose en 2025. Selon lui et beaucoup de résidents de Norman Wells, la seule solution à long terme est la construction d'une route permanente. À Fort Good Hope, l'annulation du service de livraison par barge a des répercussions importantes. Selon Heather Bourassa, propriétaire de Arctic Circle Enterprise, son entreprise offre une gamme de services allant de l'approvisionnement de denrées pour les épiceries à la distribution de mazout de chauffage.
L'armée va aider les passagers de Air India à Iqaluit. Les forces armées canadiennes vont s'assurer que les passagers d'un vol de Air India qui a atterri d'urgence à Iqaluit au Nunavut mardi matin en raison d'une fausse alerte à la bombe pourront finalement rejoindre Chicago, leur destination initiale. Le ministre de la Protection civile Harjit Sajjan en a fait l'annonce sur X mardi soir. Il précise que la capitale du Nunavut n'a pas les moyens d'héberger autant de passagers et que la compagnie aérienne n'a pas trouvé de solution. AI-127 qui avait quitté Delhi à 3h22 devait atterrir à Chicago à 7h30 après un vol de plus de 14 heures. Des passagers et des membres d'équipage du vol 127 de Air India à Iqaluit, on les a fait débarquer de l'avion qui les menait à Chicago à cause de menaces affichées en ligne. La compagnie dit avoir fait l'objet de plusieurs menaces dernièrement et que toutes étaient des canulars, mais Air India souligne que toute menace est prise au sérieux. Le transporteur aérien dit envisager de lancer des poursuites envers les acteurs de ces menaces afin qu'ils soient tenus responsables des perturbations et les inconvénients qu'ils causent aux passagers, sans oublier les dommages subis par Air India. L'enquête est menée par l'Unité fédérale de l'Arctique de la Gendarmerie royale du Canada. Elle est appuyée par des spécialistes en explosifs arrivés à Iqaluit mardi soir car le territoire ne dispose pas d'unité de neutralisation d'explosifs. Cette intervention arrive au lendemain de l'expulsion de 6 diplomates de l'Inde qui sont impliqués, affirme la Gendarmerie royale du Canada, dans des activités criminelles violentes au Canada. L'atterrissage forcé intervient moins d'un an après que le Canada a lancé une enquête sur des menaces à l'encontre de Air India. Le fil sportif. Les Rough Riders écrasent les Lions de la Colombie-Britannique et s'assurent d'un match éliminatoire à domicile. Les Rough Riders de la Saskatchewan se sont assurés d'un match éliminatoire à domicile grâce à une victoire de 39-8 aux dépens des Lions de la Colombie-Britannique samedi soir. Les Rough Riders ont porté leur fiche à 9 victoires et 7 défaites, ce qui les place à 3 points devant les Lions avec 8 victoires et 9 défaites pour le deuxième rang de la section ouest de la Ligue canadienne de football. Il ne reste qu'une partie à disputer aux deux équipes. Les Rough Riders ont utilisé une défensive tenace pour mettre la main sur la victoire. Les équipes sportives de Winnipeg, comme les Blue Bombers et les Jets, utilisent des systèmes de sécurité basés sur l'intelligence artificielle pour améliorer l'expérience des spectateurs. Les fans des Blue Bombers peuvent désormais entrer au stade Princess Auto sans retirer leurs effets personnels grâce à un système de détection d'armes et d'explosifs appelé Open Gate conçu par CEIA USA. Ce système utilisé depuis le début de la saison améliore la sécurité tout en accélérant le processus d'entrée. De plus, Evoli Technology fournit des détecteurs pour les matchs des Jets de Winnipeg visant à réduire les files d'attente au contrôle des sécurités, rendant l'expérience plus agréable pour tous. Les Jets de Winnipeg enregistrent une hausse modeste des ventes d'abonnements. L'équivalent de 500 abonnements supplémentaires porte le nombre d'abonnés à 10 000, mais il reste du travail à faire selon le club. Les Jets de Winnipeg font état d'une légère augmentation des ventes d'abonnements, ce qui marque la fin d'une baisse de 5 ans qui avait suscité des inquiétudes quant à la viabilité à long terme du plus petit marché de la Ligue nationale de hockey. La base des abonnements des Jets pour la saison 2024-2025 est d'environ 10 000 abonnements. Ce chiffre comprend à la fois des abonnements pour la saison complète, la demi-saison, le quart de saison et des forfaits plus petits pour plusieurs matchs, comme l'explique Norva Riddle, la vice-présidente chargée des ventes et des revenus de True North Sport et Entertainment. Bill Viga, l'ancien attaché de presse du marathon de l'espoir de Terry Fox en 1980, est décédé à l'âge de 78 ans des suites d'une insuffisance cardiaque congestive. Sa femme Sherry McDonald a confirmé la nouvelle, précisant qu'il est décédé entouré de ses proches dans un hôpital de White Rock en Colombie-Britannique après une longue bataille suite à une crise cardiaque survenue en juin. Vigars a joué un rôle crucial en tant que directeur des relations publiques et de la collecte de fonds pour la Société canadienne du cancer. Il a accompagné Terry Fox lors de son périple à travers le Canada, devenant à la fois son attaché de presse et son confident. Vigars laisse dans le deuil son épouse, ses 2 enfants, son beau-fils et son petit-fils. Une cérémonie privée lui sera dédiée l'année prochaine. Ce fil d'actualité est produit par l'Arco en collaboration avec Boreal FM en Alberta. Ce projet est financé par Patrimoine canadien.